Bonjour à toutes et à tous. Merci pour les mots d'accueil. Merci Aurélie pour le panorama de tout ce que le ministère engage sur la politique de l'architecture. Donc ce qu'on va vous proposer ce matin de la part du Conseil national de l'ordre, c'est ce qui découle d'une de nos missions régaliennes, à savoir connaître un petit peu l'environnement du métier d'architecte, autant au niveau sociologique, démographique que économique. C'est une étude qui existe en tant que telle depuis 2015, et on en est à sa 5e édition, mais qui en fait remonte aux années 2000. Et j'en profite tout de suite pour remercier le groupe de travail d'élus, notamment Elisabeth Gossard et Julien Vincent, mais également les salariés, dont Damien Legrand, qui ont suivi cette étude. Voilà. Alors, Archigraphie 2022, l'idée de cette étude, c'est à la fois de continuer à observer ce que nous observons depuis plusieurs années, mais également dans la dernière partie de l'étude, d'avoir un focus qui a évolué. Et cette année, nous avons fait ce focus sur la rénovation et la transition écologique. On a aussi fait un document en deux parties, c'est-à-dire il y a le document qui est la Bible pour nous tous, où il y a vraiment tous les chiffres possibles. Et puis on a aussi, pour la première fois, créé un abstract sous forme d'un petit document limite A4 que vous pouvez glisser partout et à tout le monde, qui donne en fait les chiffres de la profession d'architecte, mais également qui montre pour nos interlocuteurs les points extrêmement importants, à la fois sur comment les architectes deviennent des acteurs forts dans la transition écologique, avec des chiffres qui prouvent qu'on s'implique de plus en plus, mais également, et c'est le deuxième focus sur lequel nous allons un petit peu orienter le discours ce matin, l'implantation des architectes au niveau départemental, quelque chose que nous ne faisions pas avant. Avant, on s'arrêtait aux régions. Et là, on a affiné un peu pour mettre en évidence un risque de désert architectural et notamment d'ingénierie que je vais vous détailler. Alors, voilà. Donc la première chose, c'est le touche à l'état des effectifs des diplômés en architecture entre 2001 et 2020. Donc là, comme vous pouvez le voir, depuis 2005, 2008, on va dire, la fin des diplômés DPLG et l'arrivée du diplôme HMONP, on a une forme en fait différente de diplôme qui s'est mis en place. Avec, si on le met comme ça, dans ceux qui peuvent s'inscrire à l'ordre, vous voyez une nette baisse par rapport à 2000, on va dire 2005, parce que je dirais que 2007-2008, c'est des années un peu spectaculaires. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, le sujet, quand on voit cette courbe, c'est la différence entre les diplômés DEA et les diplômés HMONP qui ont cristallisé certains débats cette année, notamment autour de qu'est-ce qui se passe pour nos jeunes diplômés, comment on veut qu'ils s'insèrent dans le milieu professionnel. Et c'est une question que la filière doit se poser pour savoir comment est-ce que finalement, le fait qu'on ait aujourd'hui un étudiant sur deux qui sortent sans avoir après la possibilité d'exercer la profession en s'inscrivant à l'ordre, nous questionne. Une chose qui nous questionne, et on espère qu'on ne verra pas cette courbe se séparer encore plus, c'est la baisse qui se passe entre finalement 2017 et 2020, où on voit que de moins en moins d'étudiants semblent s'inscrire à HMO, et de plus en plus, on a une courbe un petit peu montante sur le DEA. On a eu des petites interrogations sur est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, quand on sort de DEA, de pouvoir forcément s'inscrire en HMONP. Là, je pense qu'on a aussi collectivement un petit travail, mais je pense que tout à l'heure, avec Mina, on aura une description plus forte. Mais pour nous, en tant que tel, en tant qu'ordre, ça nous questionne sur le nombre d'architectes qu'on pourra avoir quand la vague d'inscription arrivera, celle qui correspond à 2019. Tout ça parce que finalement, on sait que les architectes ne s'inscrivent pas forcément quand ils arrivent, quand ils sortent de l'école, même s'ils ont leur HMO. Donc, on voit qu'il y a une évolution du nombre d'inscrits à l'ordre légèrement en hausse depuis la crise du Covid. Donc, pour nous, c'est aussi un synonyme, soit qu'il y a eu post-Covid une envie de prendre une forme de liberté, mais en tout cas, on a ressenti en fait un léger sursaut dans les inscriptions
qu'on peut voir ici, avec une diminution des départs. Alors la diminution des départs veut aussi dire qu'on reste architecte encore plus longtemps qu'on l'était auparavant, et vous savez que les architectes travaillent très très longtemps. Ici, nous avons alors un taux qui est extrêmement important et qui, pour nous, doit être regardé, c'est la proportion de femmes qui viennent s'inscrire à l'ordre, avec une féminisation qui se poursuit. Et là, 2 chiffres importants pour nous, la totalité de la profession d'un côté, mais également la profession en dessous de 35 ans, qui montre qu'on a de plus en plus de femmes. À 35 ans, on est pratiquement à l'égalité. Hein. Voilà, tout simplement. La difficulté, et le taux monte, hein, on a doublé entre 2000 et 2021 d'inscription à l'ordre pour les femmes. C'est aussi une résorption de ce déséquilibre pour les entrants à l'ordre qui pour nous est aussi extrêmement important, une féminisation qui nous demande aussi de prendre en compte tout ce que ça implique dans le sens de l'ordre aussi pour accompagner cette féminisation, mais également se poser la question à quel âge s'inscrivent les femmes? Est-ce qu'elles restent sur la durée? C'est-à-dire quand on s'inscrit, est-ce que quand on a des enfants, etc., on continue à garder son agence ou pas? Il y a un vrai besoin de pouvoir accompagner cette féminisation. Je vous parlerai des salaires tout à l'heure. Pardon. Donc, effectivement, toujours des questions d'âge moyen pour les nouveaux inscrits et les sortants de l'ordre. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a une légère, en fait, augmentation de l'âge moyen des sortants. Et pour les entrants, finalement, vous voyez, à part un pic qui a eu lieu dans les années 2006, aujourd'hui, on est à 37,5. Ça se tient, mais c'est quand même à 37 ans. Voilà, donc ça veut dire que, vous voyez, par rapport à la courbe que je vous montrais tout à l'heure sur les HMO, pour réussir à avoir l'effet de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les HMO, peut-être qu'il faut qu'on attende plusieurs années. Et là, l'idée d'anticiper sur des dispositifs d'aide à l'installation pourrait être extrêmement pertinent. Donc effectivement, l'analyse par tranche d'âge aussi nous fait prendre conscience que nous avons une population d'architectes vieillissante ou plus ou moins vieillissante, et c'est assez intéressant parce qu'il va falloir le corréler après avec l'installation des architectes dans les territoires. Nos architectes aujourd'hui sont inégalement répartis sur les territoires. À peu près 30% des professionnels se situent en Île-de-France, et vous voyez là, on a ce découpage qui est plutôt régional, mais qui, en étant affiné, vous montrera des disparités et des surprises, et notamment par exemple sur la Normandie, où on a l'impression qu'on est dans la diagonale du vide, mais finalement quand on affine, elle n'est pas totalement aussi claire que ça, avec, vous voyez, des pôles qui sont le pôle parisien, qui mobilise un certain nombre de nos confrères, et puis finalement le sud de la France, et notamment Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont plus dotés. Et quand on va dans le détail montre ceci, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais revenir en arrière, mais juste pour que vous voyez la différence, c'est que on a des régions où on est censé avoir un désert presque, et quand on affine, en fait, on se rend compte que par exemple en Normandie, c'est l'Orne. Le problème, c'est pas la Haute-Normandie et l'axe Paris-Rouen-Le Havre. Donc, nous, cette carte-là, elle est extrêmement importante pour notre projection ordinale et aussi pour la façon dont on peut se projeter dans les territoires, et c'est toute la logique de la territorialisation dont Aurélie parlait. Ici, nous avons des territoires où il y a très peu d'architectes. La Haute-Marne, la Creuse notamment, on les a cités ici. Mayotte, bien évidemment, où on a un chiffre extrêmement bas à 27, avec pourtant un immense travail à faire. Et quand on regarde, en fait, la densité et l'âge médian, et moi je vais m'arrêter un petit peu sur l'âge médian, on se rend compte que l'âge médian dans certains territoires est extrêmement élevé, et donc si on croise le nombre d'architectes actuels avec le nombre, l'âge des architectes qui sont sur ces territoires,
on a en fait certains territoires, dont la Haute-Marne, la Nièvre, la Creuse et l'Indre, où on tend vers des déserts architecturaux dans pas extrêmement longtemps. Donc, je corrèle ça aussi aux questions par rapport à la HMO-NP, où finalement, il peut être parfois difficile dans certains territoires d'aller s'installer pour faire sa HMO, sa mise en situation professionnelle, parce qu'on est loin d'une école, etc. Et je sais que les écoles travaillent sur des dispositifs pour permettre qu'il y ait plus de visio, etc. Mais néanmoins, on a ces questions-là dans ces territoires où des cabinets ne sont pas repris, où les élus ne peuvent pas avoir du conseil d'intérêt général de proximité. Et finalement, là, on vous a en fait superposé l'ensemble. On a des vigilances sur plusieurs territoires. Petite phrase politique, mais quand on en parle avec l'Association des maires ruraux de France, ça les inquiète aussi. Et quand on leur parle de déserts architecturaux, ils comprennent très bien le lien avec déserts médicaux. Et beaucoup d'entre eux aimeraient aussi qu'on puisse aider à cette installation sur les territoires de jeunes professionnels pour permettre justement que l'ensemble de nos territoires ait droit à l'architecture. Un petit point sur la manière dont on pratique le métier et où on s'inscrit à l'ordre. Donc, on est très heureux de voir que la progression de l'inscription en société se poursuit. Vous voyez, hein, depuis 2000, on est passé de 5322 à 14 870. Il y a vraiment une manière de s'inscrire à l'ordre qui est de plus en plus tournée vers le mode de société, mais en contrepartie, on a, alors je ne l'ai pas sur cette diapo-là, mais en contrepartie, on voit aussi que l'auto-entrepreneuriat évolue. C'est-à-dire que les deux formes sont... Alors, je ne peux pas les comparer, parce que l'auto-entrepreneuriat, vous êtes en libéral, donc vous êtes inscrit à l'ordre dans la même catégorie, mais on voit dans le libéral une progression sur l'auto-entrepreneuriat qui est un statut qui nous paraît un peu faible pour l'exercice de la profession par rapport finalement à l'exercice en société qui effectivement est plus protecteur et assure une pérennité même de transmission de l'agence. Les revenus moyens, alors le revenu moyen progresse, si on peut dire, parce qu'on ne prend pas en compte l'inflation et parce que vous voyez, notre étude s'arrête en 2020, 2021, donc on n'est pas sur la période de pénurie et, qui est actuellement en cours, où on aura les chiffres dans la prochaine édition plus fortement actés. Alors, ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que cette étude en fait, est faite avec le CREDOC, donc ce n'est pas un unique sondage, c'est vraiment une étude assez fine, qui dure 8 mois. Alors évidemment, moi je ne suis pas satisfaite quand je vois ça. Hein. Déjà, le taux n'est pas bon, mais en plus, c'est quasiment le même que 2006, voire moins. Donc, alors que ça devrait être plus, hein, on le sait bien, pour pouvoir avoir un niveau de vie de la même importance. Donc là, on a quand même un sujet qui devrait être l'un de nos sujets pour cet observatoire. Et si on voit les écarts de revenus dans les tranches d'âge, ça devient assez flagrant. Donc là, je vous laisserai regarder Archigraphie plus en détail, parce que je pense que chacun doit vraiment se pencher en fait, dans les détails de ce qui peut l'intéresser personnellement. Alors là, on parle vraiment du statut libéral. On n'est pas chez les salariés en agence d'architecture, je précise. Aujourd'hui, le revenu médian et le revenu moyen par tranche d'âge, vous le voyez ici, les femmes gagnent en moyenne 39% de moins que les hommes. On est en libéral, hein, on n'est pas chez les salariés des agences. L'écart entre les revenus des hommes et ceux des femmes est plus faible dans les jeunes générations, ce qui correspond aussi à ce qu'on voyait tout à l'heure et à une progression qu'on peut dire optimiste du taux d'inscription des jeunes femmes à l'ordre. Et l'augmentation des revenus entre les moins de 35 ans et les 55 à 64 ans est de 2,4 fois plus pour les hommes et 1,9 pour les femmes. Voilà. Ensuite, si on regarde les revenus, on voit qu'il y a quand même une très nette différence entre les moins de 35 ans qui restent quand même très précaires, et on peut imaginer un statut auto-entrepreneurial avec des missions de dessin ou de collaboration avec des partenaires plus âgés. Mais là, ce n'est pas ce qui est sorti extrêmement du sondage, mais c'est ce qu'on pourrait percevoir. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la période la plus prospère, si on peut appeler ça comme ça, est celle effectivement de 55 à 64 ans. Donc c'est quand même
un niveau de salaire qui n'est pas excessif sur une période qui est quand même loin dans le parcours de vie pour pouvoir construire sa famille, avoir des enfants, etc. Donc si, je l'avais, excusez, je ne me rappelais pas, pardon. Voilà, l'augmentation des pourcentages d'architectes libéraux qui exercent en auto-entrepreneur. Donc vous voyez, on a encore une augmentation avec un nombre de femmes qui s'inscrivent en auto-entrepreneur très important, mais voilà, des chiffres qui pour nous sont quand même assez importants. 20% des libéraux toujours en auto-entrepreneur, un vrai sujet pour nous. Pour ensuite transformer, parce qu'on sait que quand on transforme son statut libéral en entreprise, c'est compliqué, et donc on insiste assez régulièrement auprès des jeunes, dès qu'ils viennent nous voir à l'ordre au moment de leur inscription au tableau, pour qu'ils choisissent vraiment la meilleure mode de pratique de leur métier. Voilà, 39 000 salariés dans les agences d'architecture en 2020. Le nombre d'entreprises employeuses, vous le voyez ici, on en a 9 000. Donc effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui sont unipersonnelles, avec une baisse des effectifs depuis 2018 de moins 4%, mais on n'a pas corrélé ce chiffre ici à ce qui se passe dans les autres milieux, donc je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes veines. Majorité des entreprises d'architecture employeuses qui ont 1 ou 2 salariés. On a encore, et contrairement à d'autres pays, des entreprises qui sont extrêmement petites, donc moins structurées et peut-être avec moins de diversité de métiers à l'intérieur des entreprises. Voilà. Donc vous voyez, 1 ou 2, on est encore sur 56% des entreprises employeuses. Un petit regard sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en architecture. Voilà, donc là, 1/3 des diplômés HMO-NP sont inscrits au tableau de l'ordre après 3 ans. Donc vous voyez, le fait de faire sa HMO ne signifie pas obligatoirement inscription à l'ordre, et c'est logique, c'est la liberté. Dans ce petit graphique, on souhaitait montrer aussi que nous avons 40% des hommes diplômés d'une HMO-NP contre 26% des femmes lors de leur inscription. Sur le salariat, effectivement, les jeunes se tournent très majoritairement vers le statut de salarié, notamment pour les femmes, mais également les titulaires d'une HMO, avec 85% des titulaires d'une HMO qui disposent d'un CDI. Donc, ce qui nous intéressait aussi dans ce petit graphique, c'est de montrer la proportion aussi dans d'autres diversités de pratiques, et notamment les agents de la fonction publique par rapport aux chiffres ordinaux. Alors, on a effectivement chez les jeunes diplômés une orientation très forte qui paraît assez logique sur la conception architecturale à la suite de leurs études. Donc on est à 85% pour les hommes et 79% pour les diplômés d'État, et à peu près 80% pour les HMO, donc c'est kiff-kiff. Par contre, on a effectivement pas mal de jeunes architectes qui s'orientent aussi vers le design de produits et le graphisme, la scénographie, le paysage, l'environnement, le patrimoine protégé, l'urbanisme, la construction, le BTP. Donc si on prenait tous ces chiffres ensemble, on a un pack qui montre qu'une diversité de pratiques se fait progressivement, mais qu'au final, ce champ des pratiques de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage correspond à peu près à 90% des diplômés. Le marché du BTP et l'activité des architectes, marché en baisse depuis 2020 de 12%, avec une activité des architectes qui baisse de 6% par rapport, donc on est sur un chiffre moindre, et là c'est les chiffres, merci à la MAF pour son aide, qui nous le montre, avec une commande publique qui ne représente plus qu'1/4 de l'activité, rénovation, réhabilitation et neuf.
Donc on doit être à 7%, quelque chose comme ça, sur le neuf. Donc on a une baisse progressive qui se fait avec des maîtrises d'ouvrage privées de plus en plus impactantes sur la commande des architectes. Ce qui nous montre aussi à quel point aujourd'hui l'importance est de trouver des modèles dans la commande privée pour pouvoir garantir la qualité architecturale, notamment pour qu'il y ait le suivi de chantier dans les commandes des maîtrises d'ouvrage privées. Le logement est toujours le domaine d'exercice prioritaire dans la conception architecturale. Vous voyez ici, avec le logement total qui fait pratiquement la moitié voilà, de notre activité. Logement individuel à 14%, donc logement collectif à 48,2%, donc on est sur une grosse part. Et effectivement, si on additionne le logement individuel plus le logement collectif, on dépasse le pourcentage. Mais vous voyez quand même qu'on diversifie toujours les pratiques. Néanmoins, aujourd'hui, on est un acteur fondamental du logement. Il faut le répéter et le répéter. Et l'AMI engagée pour la qualité du logement de demain est très importante pour montrer la valeur économique notamment et la valeur de qualité de la présence de l'architecte dans les opérations de bâtiment en ces temps de transition écologique. Le dernière partie, et puis j'en aurai terminé, c'est le focus qu'on a souhaité faire sur les pratiques des architectes aujourd'hui. Pourquoi on a voulu ce focus ? Vous savez que nous avons sorti un plaidoyer qui reprend un petit peu autour de 4 axes, ce que nous, on considère comme les solutions de l'architecture, tant au niveau du territoire que du logement, que de la réparation-réhabilitation, que du changement de pratiques par rapport aux risques, que des filières de matériaux. Et cette partie-là était un moyen pour nous de voir comment est-ce que les architectes étaient en corrélation avec ce plaidoyer que nous portons et nous diffusons au maximum, notamment ce qu'on a fait au Salon des maires il y a quelques semaines avec notre dispositif Un maire, un architecte. Alors, on a un montant des travaux dans l'ensemble du secteur de la construction qui évolue évidemment, et le marché de la rénovation est beaucoup plus robuste en fait que celui du neuf qui fluctue, et on voit qu'il est en nette baisse. Mais enfin bon, ça, les journaux nous le disent suffisamment et la FPI le rappelle aussi régulièrement. Donc on a un marché sur l'entretien, l'amélioration, la rénovation qui est un petit peu plus robuste. C'est une pratique, la rénovation, qui, contrairement à ce que pensent les médias, est investie largement par les architectes. Aujourd'hui, 87% des architectes ont dirigé des opérations de rénovation en 2020. C'est un chiffre énorme et extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'on le dise et qu'on le redise et qu'on s'en serve. Et quand on ajoute à ça que 61% des opérations des architectes relèvent de la rénovation-extension, on est bien sur la ville du futur, celle qui se répare, celle qui part de l'existant, celle qui ne gaspille plus de terres agricoles ni de matières premières. Et ces opérations, par contre, pèsent moins en valeur. Ça, pour l'instant, effectivement, 36% pour la rénovation contre 64% pour le neuf. Mais n'empêche que l'engagement de nos confrères est réel et mérite d'être souligné et accompagné. Et notamment dans les opérations de rénovation, c'est effectivement le logement qui arrive en tête. Et 57% des rénovations dirigées par les architectes concernent directement le logement. Voilà. Un petit focus quand même sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Dans les chiffres que nous avons pu avoir, on a été assez agréablement surpris de voir que presque la moitié des architectes ont recours à ces matériaux en rénovation. Et dans le neuf, c'est à peu près 35%. Et 29% d'entre eux les ont prescrits à des particuliers en 2021, vous voyez, avec une nette difficulté encore à faire rentrer ces matériaux bio et géosourcés chez les promoteurs privés et on va dire tous les maîtres d'ouvrage privés. Les projets publics, vous voyez, il y a un taux de pénétration qui est plus important encore avec 13%. En fait, c'est quand on arrive à avoir en direct l'interlocuteur et qu'on commence à lui parler de qualité de l'air, de circuits courts,
parcours, de relations au bien-être dans le bâtiment, au confort thermique, etc., quand on a fait cette preuve de pédagogie, qu'on arrive à convaincre. Et c'est ce chiffre-là qui me paraît essentiel, c'est que 81% des architectes dans ces opérations sont à l'initiative de l'arrivée dans le bâtiment des matériaux biosourcés et géosourcés. Et là, pour nous, c'est des chiffres extrêmement importants qui prouvent bien qu'on fait notre devoir de conseil et que celui-ci reprend en fait une vraie position dans l'acte de construire au moment où on doit tous un peu faire évoluer nos manières de faire. C'est aussi le cas dans les matériaux recyclés en rénovation, quand même en baisse, c'est en augmentation, mais ça reste moins fort encore que les matériaux bio et géosourcés. Pourquoi ? Le matériau bio et géosourcé, c'est déjà compliqué, on le sait, même si la RE 2020 va aider à le développer dans le neuf. Mais alors, les matériaux recyclés, là, on est encore sur des domaines où, et je pense que la MAF ne me contredira pas, où entre les assurances, les bureaux de contrôle, etc., on n'a pas encore totalement une filière qui nous permette de faire ça dans des conditions qui soient optimum pour nos confrères. Ça demande énormément d'énergie qui n'est pas chiffrée. Et donc, aujourd'hui, on a ce challenge de faire chiffrer et de rajouter dans nos missions tout ce qui nous permet aussi de faire avancer cette innovation globale pour nous tous. Un chiffre aussi qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est comment est-ce que les architectes essayent de proposer des initiatives. C'est-à-dire, on arrive sur une opération, l'architecture, c'est avant tout une démarche de transversalité globale qui nous permet finalement de re-questionner la question. Et aujourd'hui, encore une fois, le devoir de conseil est extrêmement mis en avant par les architectes. 53% des architectes ont proposé souvent ou toujours des alternatives à la démolition à leur maître d'ouvrage. Ça paraît une évidence, mais c'est dit. Voilà, c'est dit et redit, ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche souvent ou toujours, vous voyez, les chiffres sont assez conséquents, à aller vers des propositions qui nous permettent de partir du bâti existant. Les freins à la rénovation, écoutez, voilà, problème notamment les copropriétés, c'est très compliqué. 77% des rénovations de copropriétés sont toujours ou souvent en site occupé, donc on a à la fois les problématiques de coordination au niveau de la copro et puis de site occupé avec des honoraires qui sont souvent sous-dimensionnés en réno. Et là, c'est aussi un sujet pour nous comme observatoire de l'économie de l'architecture, comment on fait évoluer globalement la rémunération des architectes face à ces projets qui évoluent dans les missions en ouvrant en fait le panel des missions de manière beaucoup plus large. J'en ai presque terminé. Les motivations pour faire davantage de rénovation, vous voyez, c'est quand même des motivations extrêmement d'intérêt général. Préservation du patrimoine existant et engagement écologique. Aujourd'hui, on a une profession qui s'engage, qui le montre et qui n'a besoin que d'accompagnement pour trouver le modèle économique qui va avec. Et ça, je pense que c'est essentiel que tous autant que nous sommes, on puisse continuer ensemble à permettre que nous soyons des acteurs, que nous soyons les acteurs qui sont attendus aujourd'hui sur ce fer de lance. Enfin, voilà, un chiffre qui ne peut que faire plaisir à l'ordre. Les architectes se forment depuis 3 ans, majoritairement sur la rénovation écologique et la transition écologique, 73%. Donc pour nous, c'est un bond phénoménal parce qu'on a des architectes qui se forment et enfin, on peut le dire et l'affirmer. Et dans notre rôle à nous, c'est extrêmement important de pouvoir dire que les architectes sont formés, notamment aujourd'hui. Et en plus de ça, les formations, vous voyez, entre la RE 2020, la rénovation, les structures et les pathologies du bâtiment, les matériaux géosourcés et biosourcés, on est sur des formations très orienté sur les défis du XXIe siècle et je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre au vu de des demandes qui sont faites. Alors, on n'a pas, à la demande du ministère, on n'a pas apporté de documentation pour qu'il n'y en ait pas trop, mais vous pouvez télécharger Archigraphie sur le site internet. Voilà, vous pouvez nous le demander aussi. Il existe sous 2 formats, donc un format qui est assez épais,
hein, et un autre qui est vraiment très très fin. Celui qui est assez épais, c'est celui dans lequel vous allez vous plonger comme on peut se plonger dans un bon livre au gré de vos envies. Et celui qui est tout petit, c'est celui qu'on doit tous connaître par cœur. Parce qu'on a tous un moment, une chose à dire quand on se retrouve face à quelqu'un, et je pense que les quelques chiffres ne sont pas compliqués à retenir. Un dernier détail, mais on n'a pas les chiffres, on a cherché avec Damien. Aujourd'hui en France, on aurait 40 architectes pour 100 000 habitants. Et en Europe, on aurait, mais c'est du conditionnel, 100 professionnels des métiers de l'architecture pour 100 000 habitants. Alors, on n'est pas sur les mêmes données, puisque nous, c'est les 40, c'est ceux qui sont inscrits à l'ordre, et pour les 100, c'est un peu plus large. Mais je pense qu'il nous faut ce chiffre pour voir à quel niveau on se situe par rapport à la moyenne européenne, parce qu'on a ces déserts architecturaux, mais on a besoin d'architectes de plus en plus pour investir les différents secteurs d'activité. Pour terminer, juste un petit point, je pense que ce qu'on a pu montrer là et ce qui sera montré cet après-midi sur l'observatoire, sur la HMONP par Mina Nostrom, va nous montrer aussi qu'il y a un point de focus extrêmement important à avoir à la sortie des études entre le DEA, la HMO et l'insertion professionnelle. Tout le monde y travaille, mais travaillons-y ensemble. C'est pas une question d'ouverture du tableau, si ça peut rassurer certains. C'est une question d'évolution de notre métier et de savoir regarder directement là où il y a des problèmes et pas les occulter. Voilà. Je vous remercie.